Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est passé lorsque les plus grandes stars de Hollywood ont tourné leur caméra vers le ciel? Orson Welles, Marilyn Monroe et Ronald Reagan ont poursuivi des lumières fantomatiques, organisé des projections secrètes d'autopsies extraterrestres et griffonné des cartes stellaires au clair de lune. D'éveillés dans le désert, aux séances clandestines, dans des penthouses, leur obsession pour les ovnis a brouillé la frontière entre fantasme et réalité. Ce soir, nous dévoilons les véritables histoires derrière ces rencontres nocturnes et les mystères cosmiques qui ont hanté Hollywood. Shirley MacLaine. La fascination de Shirley MacLaine pour le paranormal est devenue presque aussi célèbre que ses performances oscarisées à l'écran. Bien avant que les cercles New Age n'adoptent la légende des ovnis, MacLaine chroniquait déjà des lumières étranges dans le ciel et des visites d'un autre monde. Dans ses mémoires de 1983, Out on a Limb, elle décrivait une marche sur un plateau désertique pour voir un engin lumineux, planant silencieusement comme une perle dans la nuit. Selon son récit, il est descendu jusqu'au niveau des cimes, avant de disparaître sans laisser de traces, ne laissant qu'un bourdonnement électrique dans l'air immobile. Ces déclarations publiques ont choqué les dirigeants de studios habitués à contrôler l'image de leurs stars. Pourtant, MacLaine a refusé de céder. Elle a organisé des séances de spiritisme dans sa maison de Bel-Air, invité des chercheurs d'ovnis à des projections privées de ses films, et même organisé des rassemblements impromptus de communion cosmique lors de fêtes à Hollywood. Les biographes notent que ces activités lui ont coûté certains rôles, mais elle portait la réputation de première passionnée d'extraterrestres d'Hollywood comme un insigne d'honneur. Au-delà des gros titres sensationnels, le parcours de MacLaine s'inscrivait dans un changement culturel plus large. Alors que les tensions de la guerre froide cédèrent la place à la curiosité cosmique, elle est devenue un pont entre le glamour de Tinseltown et les sciences marginales. Ses livres ultérieurs, Dancing in the Light en 1985 et You Can Get There From Here en 1991, explorent plus en profondeur ces rencontres, mélangeant développement personnel spirituel et témoignages vivants d'ovnis. En fin de compte, l'héritage de MacLaine à Hollywood est double. Une actrice pionnière qui n'a jamais craint de poser des questions cosmiques et une personnalité publique qui a osé affirmer que parfois, les plus grands mystères ne se trouvent pas sur un plateau de tournage, mais au-delà de notre planète. Gene Barry. Lorsque Gene Barry est monté sur le plateau de la guerre des mondes de 1953, il jouait un scientifique combattant des envahisseurs martiens. À la fin des années 1960, Barry a commencé à assister à des conventions d'ovnis dans le sud-ouest américain, côtoyant des ranchers qui juraient avoir vu des soucoupes raser le sol du désert. Lors d'une interview en 1972 avec Fate Magazine, il se souvint d'une nuit à Roswell, quand un engin non identifié traversa le ciel illuminé par la lune plus vite que n'importe quel avion que j'ai jamais vu. Contrairement à de nombreuses stars qui considéraient le folklore des ovnis comme une plaisanterie, Barry le traitait comme une passion de toute une vie. Il a recueilli des milliers de coupures de journaux sur des observations, écrit des lettres personnelles à des initiés militaires, et même financé de petites expéditions dans des canyons reculés, où des contactés prétendaient avoir rencontré des êtres bénins ressemblant à des humains. Ses compagnons des conventions se souviennent de Barry achetant du café pour les témoins oculaires, écoutant patiemment des histoires de lumière clignotante et de statique radio inquiétante. L'image publique de Barry ne se remit jamais tout à fait de la stigmatisation liée à son obsession pour les ovnis. Les agents lui conseillaient d'éviter d'en parler lors des tournées de presse. Les studios l'écartèrent discrètement des rôles de premier plan. Pourtant, il persista, croyant que le vernis scientifique d'Hollywood devait inclure une place pour l'émerveillement cosmique. À sa mort en 2009, Gene Barry avait non seulement laissé derrière lui une bobine de performances classiques de science-fiction, mais aussi un trésor de journaux personnels remplis de cartes stellaires, de croquis codés de présumés engins extraterrestres, et de lettres émouvantes au président Nixon, implorant une enquête officielle sur le plus grand spectacle de l'univers. Jackie Gleason. Jackie Gleason, la voix retentissante derrière The Honeymooners à la télévision, nourrissait une obsession secrète qui ne pouvait être contenue par des rires enregistrés ou des scènes de cabaret. À la fin des années 1960, après une projection de 2001, l'Odyssée de l'espace, Gleason a confié à des amis proches qu'il avait été visité par des figures étranges dans un hangar de l'armée de l'air américaine, des figures qu'il affirmait avoir été présentées lors d'un briefing secret du Pentagone. Selon son entourage proche, Gleason a été personnellement invité par le président Nixon à voir ce qu'il croyait être des corps extraterrestres conservés dans des conteneurs métalliques. Cette affirmation extraordinaire est apparue pour la première fois dans une interview de Playboy en 1975, bien que les éditeurs l'aient retirée de la version finale par peur du ridicule. Non découragé, Gleason a commencé à incorporer des motifs d'ovnis dans ses numéros de nightclub, plaisantant sur des invités de Jupiter et improvisant sur les dissimulations gouvernementales. Pourtant, derrière l'humour se cachait une véritable conviction. Le biographe Clifford Irving a révélé plus tard que Gleason gardait un coffre-fort dans sa maison de Beverly Hills, rempli de documents à l'apparence classifiée, de notes de service divulguées et mal tapées, ainsi que de polaroids de lumière lointaine dans le ciel nocturne. Les collègues décrivaient la star,
alternativement électrisé et paranoïaque. Certaines nuits, il organisait des séances. D'autres fois, il arpentait la terrasse, scrutant l'horizon avec des jumelles. Les dirigeants du studio, inquiets pour l'assurance et l'image publique, l'ont discrètement pressé de modérer ses frasques. Mais Gleeson a refusé de laisser le scepticisme envers les ovnis détourner sa quête de vérité. Durant ces dernières années, il a travaillé sur un scénario intitulé « Les hommes d'ailleurs », un drame mêlant suspense noir et témoignages présumés de témoins oculaires. Bien que resté inachevé à sa mort en 1987, il demeure un témoignage d'un artiste qui n'a jamais cessé de croire que le rappel ultime pourrait venir d'un autre monde. Gloria Swanson. Le nom de Gloria Swanson évoque le glamour de l'ère du cinéma muet de Sunset Boulevard, mais peu se souviennent de sa vie ultérieure passée à poursuivre des mystères célestes. Au début des années 1950, Swanson s'est intéressée à la métaphysique après une rencontre fortuite avec un médium hollywoodien. Elle a commencé à documenter des rêves vivants de visiteurs célestes, des figures grandes et élancées baignées de lumière bleue pâle, qui transmettirent des messages énigmatiques sur le destin de l'humanité. Les journaux intimes de Swanson, plus tard donnés à une archive paranormale, ont révélé des croquis détaillés de ces êtres et des transcriptions de ses conversations nocturnes avec eux. Elle croyait que ces voyageurs stellaires la guidaient vers une renaissance spirituelle, et elle expérimentait des exercices de télépathie dans son domaine de Bel Air. Des amis rapportent qu'elle organisait des salons privés de projection astrale, où les invités s'allongeaient sur des coussins, pendant qu'elle essayait de diriger des voyages de groupe vers des planètes lointaines. Malgré son statut légendaire, Swanson a fait face au ridicule lorsqu'elle a parlé publiquement de ses expériences. Les colonnes des tabloïds l'ont surnommée la Stargazer d'Hollywood, et certains anciens dirigeants de studios ont discrètement rompu les liens, mais elle a persévéré dans l'art et l'inconnu. En 1958, elle a produit et joué dans Au-delà du voile, un court-métrage combinant des visuels abstraits avec des lectures en voix off de ses journaux intimes. Bien qu'il n'ait jamais été largement diffusé, des copies piratées ont circulé parmi les amateurs d'ovnis pendant des décennies. Au moment de sa mort en 1983, Gloria Swanson avait assuré sa place dans deux mondes, l'un en tant que pionnière du drame cinématographique, l'autre en tant que fervente chercheuse de vérité cosmique, James Stewart. Le personnage à l'écran de James Stewart, stoïque, digne de confiance, Monsieur Tout-le-Monde, dissimulait une fascination privée pour les mystères qui défiaient toute explication terrestre. À la fin des années 1940, lors d'un tournage dans l'Himalaya pour un drame de guerre, Stewart aurait aidé un ami anthropologue à faire passer clandestinement aux États-Unis un morceau de ce que les locaux appelaient la peau du Yéti. Bien que cette histoire navigue entre la cryptozoologie et le folklore extraterrestre, l'implication de Stewart a suscité des chuchotements dans les cercles d'Hollywood concernant sa croyance en des créatures d'un autre monde. De retour à Los Angeles, Stewart a rejoint une petite société sur invitation uniquement, composée de scientifiques, écrivains et acteurs, qui se réunissaient chaque mois pour discuter des observations d'OVNI. Les comptes rendus de ces réunions, désormais conservés dans une collection privée, détaillent à sa voix posée relatant des observations d'engins triangulaires, silencieux, comme des ombres, et partageant des bandes de films granuleuses capturées par des pilotes privés. Les autres membres se souviennent de l'approche méthodique de Stewart. Il croisait les journaux radars militaires, les rapports météorologiques et les témoignages civils avant de tirer toute conclusion. Les studios toléraient ses intérêts extrascolaires tant qu'il produisait des succès au box-office. Mais alors que la mania OVNI atteignait son apogée dans les années 1950, les producteurs ont commencé à s'inquiéter de son image. On éloignait discrètement Stewart des conférences de presse lorsque des questions sur les OVNI surgissaient. Pourtant, il n'a jamais renié ses convictions. Dans des interviews ultérieures, il offrait des sourires énigmatiques et éludait avec des plaisanteries sur un univers trop vaste pour être écarté. Au moment de sa mort en 1997, James Stewart a laissé derrière lui non seulement une filmographie de classiques américains, mais aussi un héritage moins connu, celui d'une légende d'Hollywood n'ayant pas peur d'envisager la possibilité que quelque part au-delà de nos nuages, la vie puisse prendre des formes que nous commençons à peine à imaginer. Rock Hudson. Peu de stars incarnaient mieux l'idole des matinées classiques que Rock Hudson. Pourtant, derrière la caméra, sa fascination pour le folklore des ovnis était tout sauf conventionnelle. Au milieu des années 1950, Hudson a commencé à fréquenter un cercle de collectionneurs privés qui échangeaient des artefacts prétendument extraterrestres. Des lettres découvertes dans sa succession révèlent qu'il a acheté des Polaroids prétendant montrer des figures à la peau grise de près, payant des milliers de dollars pour les garder loin des tabloïds. L'intérêt de Hudson s'approfondit en 1961 après qu'un ami l'invita à une projection secrète de prétendues séquences d'autopsie d'extraterrestres dans un manoir de Beverly Hills. Selon les participants, Hudson restait captivé, tandis que des images granuleuses montraient des corps humanoïdes allongés sur des tables en acier inoxydable. Il interrogea l'hôte sur la provenance, exigea
des copies des négatifs originaux et aurait proposé de financer une enquête de suivi. Les dirigeants du studio, craignant de nuire à son image toute américaine, lui ont conseillé de se taire. Mais Hudson n'a jamais renié les séquences. À la fin des années 1960, son personnage hollywoodien s'était scindé en deux mondes. Le protagoniste élégant et l'enquêteur de minuit à la recherche de vérités cosmiques. Sur place en Espagne pour le tournage de Second en 1966, lui et le réalisateur John Frankenheimer passaient leur soirée sur des sommets à scruter le ciel avec des jumelles militaires empruntées. Les membres de l'équipe se souviennent de Hudson griffonnant des cartes stellaires dans les marges de son script, marquant les dates des observations signalées. Bien que Hudson n'ait jamais publié ses découvertes, des amis disent qu'il leur a confié ses projets d'ouverture d'un institut de recherche cosmique à Palm Springs. Sa mort prématurée en 1985 laissa ses ambitions non réalisées, mais le trésor de documents de style classifié trouvé dans son coffre-fort suggère que pour Hudson, le glamour d'Hollywood et la fascination pour les extraterrestres étaient les deux faces d'une même pièce frappée par les étoiles. Ronald Reagan. Bien avant le bureau ovale, la carrière hollywoodienne de Ronald Reagan incluait plus que des rôles de cow-boy dans des décors de westerns. Elle comportait une rencontre personnelle avec un ovni qu'il a raconté tout au long de sa carrière politique. En 1974, alors qu'il pilotait son avion privé au-dessus de Bakersfield, Reagan a décrit avoir vu un disque métallique aussi grand qu'un bus le suivant pendant plusieurs minutes. L'ancien acteur devenu gouverneur mentionna plus tard l'incident lors de dîners privés, notant que des escortes de l'armée de l'air avaient finalement intercepté l'objet. Les assistants de Reagan, tenus au secret, ont gardé l'histoire sous silence jusqu'aux années 1980, quand des transcriptions de ces journaux présidentiels ont fait surface. Dans une entrée datée du 12 juin 1974, il écrivit « Un engin sans marque a plané près de mon bout d'aile. » Les instruments fluctuaient. Aucune explication conventionnelle. Les historiens politiques spéculent que la fascination de Reagan pour le phénomène a influencé ses appels ultérieurs à la transparence sur les dossiers OVNI, aboutissant à sa directive de 1987 pour déclassifier certains rapports aérospatiaux. Les collègues de Hollywood se souviennent que Reagan pressait ses co-stars pour connaître leurs propres observations. Sur le plateau de Bedtime for Bonzo en 1951, il aurait prétendument fait une pause entre les prises pour montrer une forme argentée dans le ciel au crépuscule. Bien que cela ait été rejeté comme un coup de promotion, ceux qui le connaissaient le mieux insistent sur le fait que ces observations l'ont laissé vraiment troublé et profondément curieux de ce qui pouvait se trouver au-delà de l'atmosphère terrestre. La double identité de Reagan en tant que vedette de Hollywood et futur leader mondial donnait de la crédibilité à ses affirmations. Ses remarques publiques, livrées avec le même charme rassurant qui lui a valu des millions de fans, ont aidé à légitimer le discours sur les ovnis dans la politique grand public. Des décennies après sa mort en 2004, ses mémoires restent une source clé pour les chercheurs. Tracer l'évolution de l'intérêt gouvernemental pour les phénomènes extraterrestres. William Holden. Sur les plaines africaines en train de filmer le lion en 1955, William Holden a rencontré plus que des bêtes sauvages. Lors d'une projection nocturne au coin du feu de vidéos locales, lui et le cinéaste George Peralne ont été témoins d'une formation de lumière, se déplaçant en parfaite formation en V. Cependant, aucun avion ou étoile ne correspondait au schéma. Le journal de Holden, pour le 3 novembre 1955, décrit des lanternes silencieuses dérivant à travers la savane comme des esprits migrateurs. De retour à Hollywood, Holden a rejoint un réseau informel d'acteurs et de pilotes qui échangèrent des rapports de première main sur les ovnis. Son amitié avec le pilote d'essai Pete Everest lui donna accès aux journaux radars militaires montrant des échos inexpliqués près de la base aérienne d'Edwards. Holden examina minutieusement ces dossiers, les comparant aux dates des observations et traçant leurs coordonnées sur des cartes d'aviation. Les studios toléraient ces recherches extrascolaires tant qu'elles restaient en dehors de la presse. Mais lorsque Sabrina a été présentée en première, les tabloïds ont divulgué des rumeurs sur les veillées nocturnes de Holden sous le ciel. Les assureurs hésitèrent à couvrir ses vols. Les producteurs insistèrent pour qu'il annule les cascades aériennes publicitaires. Imperturbable, il acheta son propre Cessna équipé d'un radar et poursuivit ses patrouilles nocturnes, consignant des heures dans un carnet de vol à reliure de cuir marqué de symboles cryptiques. Les quêtes ovnis de Holden restèrent largement privées jusqu'après sa mort en 1981, lorsqu'une malle scellée de rapports d'observation et de témoignages de pilotes fut mise aux enchères. Bien que jamais définitivement prouvée, les documents révèlent un homme animé par une véritable curiosité et la conviction que les plus grandes histoires ne se trouvent pas sur des bobines de films, mais bien au-delà de l'horizon terrestre. Mae West. Vers la fin des années 1960, Mae West, l'ultime femme fatale d'Hollywood, s'était transformée en une évangéliste inattendue pour le contact cosmique.
Lors d'une interview en 1968 avec le National Enquirer, elle a affirmé recevoir des messages télépathiques d'hommes en combinaison spatiale, les costumes qui guidaient ses impulsions créatives. West a insisté sur le fait que ces êtres parlaient à travers elle pendant des transes de minuit, dictant des poèmes qu'elle lisait plus tard dans des salons privés. Son excentricité alarmait les chefs de studio, mais elle enchantait les cercles New Age. West organisait des soirées cosmiques hebdomadaires dans sa maison de Beverly Hills, où elle et ses invités, allant des mondains aux ufologues, tentèrent d'établir une communication directe avec des extraterrestres via des tables Ouija et des cercles de tambour. Les photographies de ces réunions montrent West habillé de robe à sequins, tenant une boule de cristal tout en regardant vers le ciel. Dans son autobiographie, Goodness Had Nothing to Do With It, en 1974, West consacra un chapitre aux visiteurs, les décrivant comme des architectes bienveillants de l'évolution humaine. Elle écrivit sur des visions où elle flottait au-dessus de Hollywood Boulevard, entourée de guides à la peau pâle, qui l'exhortaient à répandre le message de l'amour cosmique. La couverture des tabloïds présentait West comme une excentrique inoffensive, mais les initiés disent qu'elle prenait sa mission au sérieux. Elle a rédigé les grandes lignes d'un scénario intitulé Reine Galactique, mettant en scène une star d'Hollywood qui négocie la paix entre la Terre et une fédération extraterrestre. Bien que le projet n'ait jamais été produit, les brouillons restants révèlent l'esprit caractéristique de West mêlé à des appels sincères pour l'harmonie universelle. Frank Sinatra. Le chant désabusé de Frank Sinatra et ses costumes élégants démentaient une conviction privée. La vie sur Terre n'était qu'une partie d'une histoire bien plus vaste. Au début des années 1950, Sinatra a commencé à assister à des réunions à huis clos d'officiers militaires et d'opérateurs du renseignement qui prétendaient avoir accès à des dossiers sur les ovnis. Il est arrivé à l'improviste à l'une de ces réunions à Palm Springs, insistant apparemment pour voir des bobines de films classifiés de corps non humains récupérés sur un site de crash. L'entourage de Sinatra le décrivait comme à la fois sceptique et fasciné, questionnant chaque détail tout en refusant de rejeter la possibilité. Il aurait insisté pour avoir des témoins corroborants, exigé des tests de polygraphe pour les informateurs et même proposé de financer un documentaire public révélant la vérité. Sa célébrité, disent-ils, a presque convaincu les liaisons du Pentagone d'autoriser une fuite contrôlée. Sur scène, Sinatra intégrait parfois des allusions aux ovnis dans son discours, plaisantant sur les petits hommes verts voulant des autographes. Mais en coulisses, il collectait des rapports de renseignement et les annotait de notes griffonnées, confirmées avec le FBI. Vérifiait la composition métallique, recoupée avec les dossiers de Roswell. Les dirigeants du studio l'avertissaient discrètement de limiter ses enquêtes. Les attachés de presse détournaient les interviews des sujets cosmiques. Dans une lettre de 1969 à son confident Sammy Davis Jr., il a réfléchi en disant « L'univers a plus d'histoire que moi de chansons. » Après sa mort, en 1998, une collection de dossiers ayant l'air classifiés est apparue parmi ses effets personnels. Des photographies, des déclarations de témoins et des journaux manuscrits, suggérant que pour Sinatra, le dernier appel pourrait ne pas se trouver à Vegas, mais parmi les étoiles. Sammy Davis Jr. La présence scénique électrisante de Sammy Davis Jr. masquait une quête de toute une vie pour le mystique, et nulle part cela n'était plus apparent que dans son obsession pour l'intelligence extraterrestre. À la fin des années 1950, Davis a rejoint un cercle clandestin de mystiques hollywoodiens qui se réunissaient sous le nom de Code Project Stargazer. Les notes de réunion révèlent son fascination pour la projection astrale comme moyen de contacter des esprits extraterrestres. Davis organisait des séances hebdomadaires à la lumière des étoiles chez lui à Los Angeles, où lui et d'autres artistes expérimentaient l'hypnose, la méditation guidée et les premiers appareils de phénomènes de voix électronique. Les invités affirmaient entendre des murmures d'un autre monde sur les enregistrements, des voix que Davis croyait être des transmissions d'une civilisation avancée. Son intérêt a atteint son paroxysme en 1963 lorsqu'il a acquis un fragment de roche météoritique présumé du Nouveau-Mexique. Davis a commandé des analyses chimiques et comparé la composition isotopique avec des matériaux terrestres connus. Lorsque les résultats se sont avérés non concluants, il a écrit à des astrophysiciens éminents pour obtenir une validation de ce qu'il appelait un morceau des cieux. Malgré la nature extravagante de ses activités, Davis a conservé sa renommée à Hollywood. Les producteurs ont remarqué que son obsession pour les ovnis n'affectait jamais sa performance. Si quelque chose, cela ajoutait une aura énigmatique à son personnage public. Dans les interviews, il esquivait les questions cosmiques avec charme. « J'ai dansé avec plus de fantômes que je n'ai vu de vaisseaux spatiaux », plaisantait-il. Pourtant, ses amis insistent sur le fait qu'il prenait le sujet très au sérieux.
Après sa mort en 1990, la succession de Davis a révélé des dizaines de lettres échangées avec des contactés autoproclamés, des enregistrements EVP détaillés et des écrits de journal traçant les phases lunaires pour une communication optimale. L'héritage de Sammy Davis Jr. s'étend ainsi. Deux royaumes. L'un de spectacles éblouissants, l'autre de curiosité cosmique inflexible. Dennis Hopper. L'ascension de Dennis Hopper, de simple acteur à icône de la contre-culture, a coïncidé avec un changement profond dans sa vision du monde. Une vision façonnée par des expériences psychédéliques et une fascination pour les extraterrestres. En 1969, Hopper vivait à Taos, au Nouveau-Mexique, où lui et d'autres artistes affirmaient avoir vu d'étranges lumières au-dessus des mesas désertiques. Dans des lettres à sa femme de l'époque, Brooke Hayward, il a décrit un engin silencieux, se déplaçant comme du mercure liquide. Le film de Hopper de 1971, The Last Movie, incorpore subtilement des motifs d'OVNI. Une soucoupe volante écrasée dans le désert devient une hallucination récurrente pour le personnage principal. Les acteurs et l'équipe se rappellent que Hopper insistait pour filmer la nuit sous un ciel ouvert afin de capturer l'énergie des observations réelles. Il a même invité des éleveurs locaux, des chercheurs d'OVNI autodidactes à consulter le script. Lors des interviews, Hopper a parlé ouvertement de la suppression par le gouvernement des preuves d'extraterrestres, mentionnant des hélicoptères militaires sans marquage qui, selon lui, poursuivaient des observateurs civils. Il a recueilli des séquences filmées maison, interviewé des personnes prétendant avoir été enlevées et rédigé des propositions pour un documentaire intitulé Cosmic Highway, bien que le financement ne se soit jamais concrétisé. Les initiés de Hollywood disent que la réputation de Hopper pour sa volatilité alimentée par la drogue et un comportement imprévisible rendait les studios méfiants de sa croisade sur les ovnis. Pourtant, ceux qui l'ont bien connu se souviennent d'un homme animé par une véritable fascination, convaincu que l'art et la vérité cosmique étaient inséparables. Lorsque Hopper est décédé en 2010, ses archives comprenaient des dizaines de bandes de vision nocturnes non montées, des carnets remplis de cartes stellaires et un scénario à moitié écrit sur le premier contact de l'humanité, Errol Flynn. L'image de corsaire d'Errol Flynn cachait une passion secrète pour l'inconnu. Au milieu des années 1940, alors qu'il naviguait sur son yacht dans le Pacifique Sud, Flynn a affirmé avoir rencontré un disque lumineux qui planait au-dessus de l'eau avant de s'élever vers le ciel. Ses lettres à son ami et compagnon d'aventure C.S. Forrester décrivent l'objet comme trop grand pour être un avion, trop silencieux pour être une tempête. De retour à Hollywood, Flynn a écrit des fragments d'un mémoire intitulé Beyond the Horizon, dans lequel il spéculait que les anciennes légendes polynésiennes de dieux du ciel étaient fondées sur de véritables visites extraterrestres. Bien que les éditeurs aient hésité face aux affirmations invraisemblables du manuscrit, Flynn a fait circuler des dactylogrammes parmi ses confidents, espérant susciter un intérêt plus large. La fascination de Flynn s'étendait à la collecte d'artefacts tribaux, censés être liés à un culte extraterrestre, des sculptures en pierre de figures humanoïdes avec des têtes surdimensionnées et des pétroglyphes ressemblant à des cartes stellaires. Il les exposait dans sa maison de Mulholland Drive, invitant des érudits et des voisins curieux à les examiner sous des projecteurs. Les studios toléraient ces excentricités jusqu'à ce que des rumeurs circulent selon lesquelles Flynn avait l'intention de financer une expédition sur l'île de Pâques à la recherche de preuves d'architectes extraterrestres. Les souscripteurs d'assurance ont retiré la couverture pour ces voyages et le projet de Flynn s'est effondré. Bien qu'il soit retourné à la comédie, ses amis disent qu'il n'a jamais abandonné l'idée que la plus grande aventure de Hollywood ne se trouvait pas dans les films, mais dans le déverrouillage de l'héritage cosmique de l'humanité. George Van Tassel. Bien que n'étant pas acteur, l'ingénieur en aéronautique George Van Tassel exerçait une influence énorme sur la sous-culture ovni de Hollywood. En 1953, il a acheté la piste d'atterrissage de Giant Rock dans le désert de Mojave et a commencé à organiser des conventions interplanétaires annuelles, attirant tout le monde, des réalisateurs de films de série B aux acteurs de petits rôles. Van Tassel prétendait recevoir des plans télépathiques d'êtres vénusiens qu'il utilisait pour concevoir son intégratron, une structure en dôme qu'il croyait capable de capter l'énergie cosmique. Des célébrités comme John Carradine et Josephine Baker ont assisté à ces rassemblements, leur conférant une aura de célébrité. Les transcriptions des conférences de Van Tassel révèlent des appels passionnés à la paix planétaire mélangés à des schémas techniques de soucoupes volantes. Il vendait des adhésions à des tarifs élevés, promettant l'accès à des sessions secrètes où des contacts transmettraient des messages de civilisation extraterrestre. Les initiés d'Hollywood se souviennent de Van Tassel à la fois comme un visionnaire et un charlatan, mais ces conventions ont favorisé de véritables échanges. Les pilotes partageaient des anomalies radars, les éleveurs présentaient des échantillons de sol, et les autoproclamés contactés décrivaient des engins aériens défiant l'aérodynamique connue. Van Tassel a soigneusement consigné chaque récit dans des volumes reliés, dont certains sont maintenant conservés dans les archives universitaires. Bien qu'il soit mort en 1978, l'héritage de Van Tassel perdure. Son intégratron est toujours debout,
restauré par des passionnés qui croient qu'il peut rajeunir le corps humain. Et le réseau qu'il a construit entre ingénieurs, mystiques et rêveurs d'Hollywood a jeté les bases pour des générations d'enquêteurs sur les ovnis fascinés par les étoiles. George Reeves. George Reeves, immortalisé à jamais. En tant que premier Superman de la télévision, a porté la résonance surnaturelle de son personnage dans la vie réelle, croyant que ses pouvoirs à l'écran laissaient entrevoir des vérités au-delà de la fiction. À la fin des années 1950, Reeves a confié à des amis que des rêves récurrents mettaient en scène un gardien d'argent qui le guidait à travers des portails cosmiques. Il attribuait ses visions à des rencontres de sa petite enfance dans son Kansas natal, où il prétendait avoir vu un objet en forme de soucoupe atterrir dans un champ de blé. Reeves a rejoint un petit cercle de professionnels d'Hollywood qui se réunissaient dans des sous-sols à Burbank pour examiner des séquences prétendument d'ovnis, clandestinement exfiltrées de sources militaires. Les minutes de la réunion, préservées par un ancien caméraman, décrivent le récit calme de Reeves sur une observation en 1956 près de la base aérienne d'Edwards, un engin silencieux et triangulaire, brillant à chaque extrémité. Bien que la carrière d'acteur de Reeves ait décliné vers la fin des années 1950, ses préoccupations cosmiques se sont intensifiées. Il a rédigé un plan pour une série intitulée Au-delà de la Terre, présentant des dramatisations de cas de contact réels. Les producteurs l'ont rejeté comme étant trop de niche. Reeves a mis le projet de côté, ses scripts prenant la poussière dans un classeur. Sa mort tragique en 1959 a interrompu toute chance de diffuser ses idées. Pourtant, parmi ses effets personnels, des chercheurs ont découvert des cartes stellaires détaillées, annotées avec ses propres notes, des lignes tracées entre les constellations, des dates d'observation signalées et des références cryptiques à ceux qui regardent. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck, la professionnelle accomplie d'Hollywood, était aussi disciplinée hors écran qu'elle l'était à l'écran. Pourtant, à la fin des années 1950, ses amis remarquèrent un changement. L'actrice, qui autrefois se levait à l'aube pour des balades à cheval, commença à organiser des veillées au crépuscule sur sa propriété à Malibu. Selon une correspondance conservée par un fidèle confident, Stanwyck a aperçu une formation de lumière silencieuse en forme de cigare glissant au-dessus de la côte pacifique un soir d'été. Les objets se déplaçaient en parfaite synchronisation, leur éclat immuable contre le ciel sombre. Troublé mais intrigué, Stanwyck a cherché conseil auprès d'un astrologue privé, connu pour interpréter les présages célestes. Les lettres échangées entre eux révèlent sa conviction que les lumières portèrent des messages, des avertissements ou des invitations d'au-delà de la Terre. Les rapports griffonnés de l'astrologue décrivent l'intuition accrue de Stanwyck. Des rêves vifs, de paysages étoilés et de silhouettes baignées dans une lueur vert pâle. Elle a commencé à marquer les phases lunaires dans son journal personnel, chronométrant des veillées nocturnes pour coïncider avec l'obscurité de la nouvelle lune. Les dirigeants du studio, méfiant face à son excentricité croissante, ont discrètement découragé les tournages sur place, près de la côte après la tombée de la nuit. Pourtant, Stanwyck a persévéré, installant une plateforme sur le toit équipée de jumelles et d'un scanner radio primitif. Les voisins se souvenaient l'avoir entendu murmurer dans un microphone, appelant des coordonnées qu'elle croyait susceptibles d'attirer une réponse. Malgré le risque pour son attrait au box-office, elle finança elle-même l'équipement, convaincue que les lumières les plus brillantes d'Hollywood ne pouvaient pas surpasser les mystères au-dessus. Au début des années 1960, les quêtes cosmiques de Stanwyck étaient devenues une obsession personnelle. Elle offrait à ses amis des cartes du ciel annotées avec ses propres symboles, des triangles désignant les points d'observation, des cercles pour les zones d'atterrissage présumées. Bien qu'elle ne se soit jamais exprimée publiquement, les veillées nocturnes de l'actrice et ses croquis célestes demeurent comme le témoignage d'une légende qui, même au sommet de sa gloire, a refusé de rejeter la possibilité que certaines histoires ne se trouvent pas dans les scripts, mais dans la danse silencieuse des lumières, au-dessus de l'horizon océanique. Jane Russell. La présence sensuelle à l'écran de Jane Russell cachait une curiosité insatiable pour l'inconnu. En 1962, elle a acheté un refuge sur l'île de Catalina, attirée par son point de vue isolé et son ciel dégagé. Des lettres trouvées dans son archive privée décrivaient comment elle invitait un petit cercle d'amis, de scénaristes, de pilotes de cascade et d'astronomes amateurs à se joindre à elle pour des observations nocturnes du ciel. Munie de jumelles, de cartes stellaires tracées et d'une plateforme artisanale en bois flottée surplombant l'océan, Russell croyait que l'isolement de l'île en faisait un territoire idéal pour les observations d'ovnis. Ces rassemblements commencèrent comme de simples soirées d'observation des étoiles, mais prirent rapidement un air rituel. Les invités se rappelaient que Russell chronométrait méticuleusement chaque session pour qu'elle coïncide avec les vagues d'observation signalées en Californie du Sud. Elle tenait un carnet relié en cuir, notant les dates, les relèvements de boussole et les descriptions. Des disques argentés silencieux, des sphères ambrées lumineuses, et une fois, une formation de lumière qui s'écartait comme des rideaux.
Lorsque le groupe a enregistré une faible statique radio non expliquée par les stations locales, Russell l'a déclarée comme une preuve de diffusion extraterrestre. Alors que la nouvelle se répandait parmi son cercle intérieur, Russell a acquis un équipement plus sophistiqué, un télescope militaire de surplus, un magnétophone à bobine et une pile de bulletins classifiés de l'armée de l'air obtenus par l'intermédiaire d'un ami officier à la retraite. Elle a recoupé les rapports civils avec les dossiers officiels, cherchant des motifs dans les témoignages des témoins. Les nuits claires, elle diffusait des extraits audio présumés d'OVNI à ses invités, évaluant leurs réactions aux murmures étranges et aux bourdonnements mécaniques. Bien que le brouillard d'été de Catalina obscurcisse parfois la vue, Russell restait résolue. Elle esquissait des diagrammes sommaires des falaises occidentales de l'île, marquant les points d'observation où les apparitions se concentraient. Son dévouement lui valut le surnom de commandant parmi le groupe, un clin d'œil affectueux à son leadership dans l'observatoire improvisé de l'île. Même après avoir vendu le refuge, Russell a poursuivi ses enquêtes à Los Angeles, avec la conviction qu'au-delà de ces étoiles côtières, des mystères attendaient d'être découverts. Peter Sellers. Peter Sellers est arrivé à Hollywood en 1958 en tant que comique britannique célèbre, mais c'est sa rencontre avec le ciel nocturne au-dessus de Mulholland Drive qui a laissé une marque indélébile. Selon une note de production de son premier film américain, Sellers a brusquement quitté le plateau un soir, jumelles en main, poursuivant un objet brillant en forme de disque glissant silencieusement au-dessus des collines. Les membres de l'équipe l'ont trouvé perché sur le toit d'un plateau de tournage, les yeux tournés vers le ciel, marmonnant. « Ce n'est pas un avion. Qu'est-ce que c'est, bon sang ?» De retour dans son bungalow loué, Sellers a documenté l'observation dans des lettres à son ami, Spike Milligan. Il a décrit un cercle parfait de lumière se déplaçant avec intention, sans stroboscope, sans rugissement de moteur. Le lendemain, il a pressé les agents de presse du studio pour obtenir des détails techniques. La vitesse du vent, les horaires des avions, même les registres de contrôle du trafic aérien local, insistant pour une explication. Lorsqu'aucune ne le satisfaisait, Sellers a commencé à compiler ses propres dossiers, des photos Polaroid du ciel nocturne, des croquis faits à la main de la trajectoire de l'objet et des transcriptions dactylographiées de conversations radio nocturnes, interceptées sur un récepteur à ondes courtes. Des collègues ont remarqué que la fascination de Sellers se glissait dans son travail. Il improvisait des références aux ovnis lors des répétitions, ajoutant des répliques sur les petits hommes verts pendant les sketchs comiques. Les réalisateurs, amusés par ses pitreries, se prêtaient à son jeu, tournant souvent des reprises, sous des cieux étoilés. Pourtant, derrière l'humour se cachait une conviction sincère. Sellers a écrit un scénario inachevé, intitulé « L'homme qui n'était pas là », mélangeant comédie existentielle et visite extraterrestre, bien que le projet n'ait jamais obtenu de financement. Même après son retour en Grande-Bretagne, Sellers restait convaincu que quelque chose avait frôlé la Terre, cette nuit-là. Il offrit à ses amis des fragments de ses journaux du ciel, complétés par des notes en marge. Les témoins l'ont vu aussi. Ne les laisse pas oublier. Des décennies plus tard, ces fragments ont refait surface lors d'une vente aux enchères de sa succession, suscitant un regain d'intérêt pour la star, qui autrefois poursuivait les ovnis aussi avidement qu'il recherchait le rire, Bing Crosby. Le timbre doux et le charme facile de Bing Crosby ont fait de lui une royauté à Hollywood, mais dans l'intimité de sa propriété à Palm Springs, il nourrissait un penchant pour le macabre et le mystérieux. À la fin des années 1950, Crosby a transformé son home cinéma en une salle de projection clandestine, avec des rideaux occultants et des projecteurs de style militaire. Certains soirs, il invitait un cercle restreint de confidents, d'autres artistes, des officiers à la retraite et des entrepreneurs de la défense à visionner des séquences prétendument d'autopsie d'extraterrestres. Les témoins oculaires se souviennent du silence qui est tombé dans la pièce lorsque des images granuleuses ont commencé à apparaître. Des formes humanoïdes, allongées sur des tables en acier inoxydable, leurs membres trop longs, leurs crânes trop grands. Crosby, parfait hôte comme toujours, faisait passer des plateaux d'amuse-gueule tout en répondant à des questions discrètes sur l'origine du film. Il affirmait que les bobines provenaient d'une archive secrète de l'armée de l'air, bien qu'aucun document officiel ne confirme leur authenticité. Indifférent au scepticisme, Crosby a amassé du matériel connexe, des fragments de transcription de mémos gouvernementaux, des polaroids d'occasion de sites de crash et des témoignages de ceux qui se décrivent comme des contactés. Il a rangé ces documents dans un coffre ignifugé sous son piano, étiquetant chaque dossier avec des codes cryptèques. Des amis qui ont ensuite consulté les dossiers ont décrit des annotations détaillées, vérifié l'analyse de laboratoire, faire le lien avec le témoin de Roswell et sécuriser la chaîne de possession. La fascination de Crosby s'étendait au-delà des projections privées. Il a un jour tenté de produire un documentaire mêlant ses numéros musicaux à des témoignages sur les ovnis, envisageant un film qui marierait divertissement et révélation.
Les dirigeants de studio ont rechigné, craignant le ridicule public. Le projet a été interrompu, mais Crosby a poursuivi ses recherches en solitaire, convaincu que révéler la vérité valait tous les risques professionnels. À sa mort en 1977, Crosby avait amassé une collection de documents qui, aujourd'hui, alimentent des spéculations. Qu'il s'agisse de preuves authentiques ou de canulars sophistiqués, les séquences et les fichiers qu'il a collectés sont la preuve que même la star la plus aimée d'Hollywood ne pouvait résister à l'attrait de la vie au-delà de la Terre. Charlton Heston. La présence imposante de Charlton Heston dans des épopées comme Ben-Hur et les 10 Commandements masquait un intellect méticuleux et une obsession privée pour les mystères cosmiques. En 1965, lors du tournage de The Warlord en Irlande, Heston découvrit une boîte de rapports déclassifiés de l'US Air Force dans une librairie d'antiquaires locale. Des documents détaillant des phénomènes aériens inexpliqués. Intrigué, il acheta le lot et rapporta les dossiers chez lui à Beverly Hills, où il établit une petite bibliothèque dédiée à la recherche sur les ovnis. Il partagea ses découvertes avec des collègues de confiance, dont un technicien en effets spéciaux, qui l'aida à construire un support de télescope simple sur le plateau. Ensemble, ils observèrent le ciel nocturne pendant les pauses, accumulant des heures d'observation sous le ciel californien. La dévotion de Heston s'est intensifiée lorsqu'un colonel retraité de l'armée de l'air, introduit par des amis communs, lui a offert l'accès à des archives supplémentaires. L'acteur a étudié les résumés du projet Blue Book, vérifiant les cas avec les journaux civils. Il s'est particulièrement intéressé aux incidents radars de 1952 à Washington, D.C., commandant une analyse privée des données brutes. Ses conclusions sont restées non publiées, mais des lettres montrent qu'il croyait que le gouvernement avait sous-estimé l'importance du phénomène. Bien qu'il n'ait jamais parlé publiquement de ses recherches sur les ovnis, Heston glissait des références dans les interviews, parlant d'un univers riche en possibilités et mettant en garde contre le rejet des témoignages oculaires. Les producteurs, conscients de son statut, toléraient ces remarques. Heston envisageait même de produire une émission télévisée explorant les voisins cosmiques de l'humanité, bien que les politiques du studio et les préoccupations budgétaires aient mis l'idée de côté. Lorsqu'il est décédé en 2008, la succession de Heston comprenait ses dossiers annotés, des cartes du ciel et des correspondances avec des initiés militaires. Ces matériaux, désormais partis d'une collection privée, soulignent l'image d'un titan de Hollywood qui, même au milieu des courses de chars et des séparations de la mer Rouge, n'a jamais perdu de vue les étoiles au-delà de l'écran. Générique de fin. Donc, la prochaine fois que vous regardez le ciel nocturne, souvenez-vous, même les plus grandes stars d'Hollywood ne pouvaient résister à l'attrait de l'inconnu. Des rencontres aériennes de Reagan aux projections secrètes de Sinatra, ces légendes ont brouillé la frontière entre fantasme et réalité, prouvant que parfois les plus grandes histoires ne sont pas scénarisées, elles sont écrites dans les étoiles. Mais qu'en pensez-vous? Ces icônes poursuivaient-elles une vérité cosmique ou était-ce juste un autre spectacle hollywoodien? Déposez vos théories dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé cette plongée approfondie dans les secrets de Tinseltown, écrasez ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de mystères de l'âge d'or du glamour.